et à tous. Aujourd'hui, nous recevons Piotr Hofmanski, un des juges de la CPI depuis le 11 mars 2015. Alors, bonjour Monsieur Hofmanski. Vous êtes donc juge de la CPI et une question me taraude. Qu'est-ce que la CPI ? Bonjour. La CPI, c'est la Cour pénale internationale. Il s'agit d'une juridiction permanente qui vise à juger les auteurs de crimes contre l'humanité ou encore les crimes de guerre. Elle est née le 1er juillet 2002. En tout, c'est 106 pays qui ont signé ce que l'on appelle le statut de Rome, et qui sont 123 à l'avoir ratifié à ce jour. Notre siège est situé à La Haye, aux Pays-Bas. La juridiction de la CPI n'a de pouvoir que sur les pays ayant ratifié le statut de Rome, quelle que soit la nationalité de l'auteur présumé. À la CPI, il n'y a pas de rétroactivité. Nous pouvons agir sur un État non signataire si c'est le Conseil de sécurité de l'ONU qui nous en saisit. Très bien. Et vous êtes donc un juge de la CPI et vous êtes assigné à la section des appels. Pouvez-nous donc nous éclairer sur la signification de cette profession ? Eh bien, tout d'abord, il faut savoir qu'à la CPI, on compte 18 juges, tous élus par l'Assemblée des États pour un mandat de 9 ans non renouvelable. Ils sont les garants de procès équitables et rendent des décisions. De plus, ils délivrent des mandats d'arrêt et des citations à comparaître, autorisent les victimes à participer aux procédures et ordonnent des mesures de protection des témoins, entre autres. Ils élisent également parmi eux le président de la CPI et 2 vice-présidents qui dirigent la Cour. Les chambres sont organisées en 3 sections, qui connaissent des affaires à différents états de la procédure. La section préliminaire, la section de première instance et la section des appels dont je fais partie. Dans ma section, nous sommes 5 juges et notre travail consiste à confirmer, infirmer ou modifier une décision statuant sur la culpabilité ou l'innocence ou une décision fixant une peine et, le cas échéant, ordonner un nouveau procès devant une chambre de première instance différente. Il faut aussi que l'on veille à ce que la décision sur la culpabilité ne soit pas sérieusement affectée par une erreur ou par une procédure inéquitable, à ce que la peine soit proportionnée par rapport au crime. De plus, confirmer, infirmer ou modifier une ordonnance de réparation fait partie de notre travail, ainsi que réviser la décision définitive sur la culpabilité ou la peine, si un fait nouveau est découvert. D'accord. Alors, j'entends, Monsieur Hofmanski, que vous êtes donc un juge de la CPI, une cour qui juge les crimes internationaux, mais qu'étaient ces crimes avant votre fondation ? Eh bien, sachez qu'entre 1945 et 1946, les grands criminels de guerre nazis étaient jugés par le tribunal militaire international de Nuremberg. Et entre 1946 et 1948, c'était au tour des criminels japonais de la Seconde Guerre mondiale lors du procès de Tokyo. Certes, mais après cela et jusqu'en 1990, il ne s'est rien passé si je ne dis pas de bêtises. Oui, l'idée de la création d'une cour internationale n'a eu lieu que dans les années 90 après la chute de l'URSS, marquant la fin de la guerre froide. Mais déjà dans les années 40, des articles et des conventions se créaient pour punir les crimes de guerre et les crimes contre l'humanité. Et sur quelle notion la CPI s'est fondée pour établir son droit ? La Cour pénale internationale s'est basée sur des fondements établis il y a déjà plusieurs décennies. Par exemple, lors de la conférence de Londres, le 8 août 1945, où les Alliés ont établi qui devait être jugé et pour quel motif par rapport aux exactions allemandes et japonaises envers les populations, surtout juives, tziganes, etc., ainsi que sur les prisonniers de guerre, et donc les notions de crimes contre l'humanité et les crimes de guerre. On se réfère bien entendu au tribunal de Nuremberg où 24 Allemands seront jugés, ainsi qu'au procès de Tokyo où 28 Japonais seront jugés. La CPI s'est basée aussi sur la Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide réalisée en 1948, ainsi que la Convention sur l'imprescriptibilité des crimes de guerre et des crimes contre l'humanité et qui font partie de la Constitution de l'ONU. Mais ce n'est pas ce que dit le statut de Rome ? En effet,
Comme évoqué juste avant, le statut de Rome reprend en partie les articles des différentes conventions, comme dans le statut du tribunal militaire international adopté par les Alliés lors de la conférence de Londres en 1945, je le rappelle, mais aussi de la Convention pour la prévention et la répression des crimes de génocide et de la Convention sur l'imprescriptibilité des crimes de guerre et contre l'humanité. Alors, d'accord, mais comment fonctionne du coup aujourd'hui le mandat d'arrêt que vous avez mis en place contre Vladimir Poutine? Le mandat d'arrêt contre Vladimir Poutine stipule que le président russe n'a plus d'immunité liée à sa fonction et qu'il est considéré comme un criminel aux yeux de la justice internationale et qu'il doit être arrêté dans les faits. Voici la question d'un auditeur qui nous demande quel est l'intérêt d'émettre ce mandat d'arrêt alors qu'il a peu de chances d'aboutir. C'est vrai que beaucoup d'experts disent que Poutine ne sera jamais traduit en justice. Et est-ce que c'est la vérité? Pour comprendre ce mandat d'arrêt, il faut d'abord comprendre que la CPI ne poursuit seulement les crimes les plus graves, donc les crimes de guerre, les crimes contre l'humanité, ainsi que les génocides et les crimes d'agression. Et en l'occurrence, nous, les juges de la Cour, avons estimé que les preuves démontraient que M. Poutine a commis un crime de guerre, de déportation illégale d'enfants ukrainiens. Et nous savons que le but du transfert d'enfants par l'État russe est d'éliminer leur identité ukrainienne, ce qui constitue alors une violation grave du dogme du droit international. Soit, mais nous savons très bien qu'il est impossible que Poutine puisse être arrêté dans son propre pays en Russie. Est-ce que ce sera donc le rôle des autres États membres qui reconnaissent la CPI d'exécuter ce mandat d'arrêt? Oui, en effet. Et je pense donc que ce mandat d'arrêt a une dimension symbolique et pratique. Commençons par le côté pratique, soit la conséquence directe que cette décision de la CPI est que M. Poutine ne pourra plus voyager dans 123 pays, donc les 123 États parties de la CPI. Il faut préciser aussi que ces États parties sont maintenant tenus d'arrêter M. Poutine dès qu'il met les pieds sur leur territoire. Et pour le côté symbolique, on s'en doute que M. Poutine ne va probablement pas s'arrêter tout de suite. Il va maintenant éviter de voyager dans certains États. Mais malgré cela, je pense que le procureur de la CPI a voulu envoyer un signal très fort à la Russie pour que ce qu'elle fait est criminel et inacceptable. Et donc, pour terminer, je pense que de ce point de vue, que ce mandat pourra avoir un aspect dissuasif pour certaines personnes, notamment les fonctionnaires qui travaillent pour le gouvernement russe. Ces gens se demanderont alors s'ils veulent devenir des fugitifs pour le reste de leur vie. Donc, pour résumer, je pense que ce mandat d'arrêt envoie un message très fort aux Russes qui doivent réfléchir à ce qu'ils font en Ukraine et qui aura des conséquences légales pour les violations du droit international. Et nous, juges et États membres de la CPI, n'accepterons pas l'impunité. Eh bien, merci beaucoup, Monsieur Hofmanski. Nous nous retrouvons demain à 20h. Au revoir, chers auditeurs. Goodbye!